On va finir avec professeur Reynaud, qui nous vient du Québec. Alors, au départ, elle a fait de la médecine familiale au Canada. Et puis, elle est partie travailler à Lausanne, ce qui était prémonitoire pour être dans le G3 après, à mon avis. Et quand elle est revenue de Lausanne, en 1999, elle a mis en place un observatoire des inégalités. Donc, ça fait quand même aussi un petit temps qu'elle est dans le monde des inégalités. Et maintenant, elle est directrice du centre de recherche Léo Robach. Alors, la dernière chose que je voudrais dire, c'est le titre de sa communication, comme dernière communication, c'est quand même formidable parce que migration et naissance, on parle que de ça depuis qu'on est là, c'est un risque ou c'est une protection? Merci. Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je dois dire que j'ai un peu la phobie du présentateur avec la télécommande. Alors, j'espère, Moutard, que tu vas m'arranger ça. Je touche à rien. Alors, pendant que ça s'installe, je vais vous dire que je vais aborder cette question-là du point de vue d'un médecin de santé publique que je suis devenue avec les années. Et c'est sûr que la question, si c'est un facteur de protection, la migration, bien, on s'en occupe pas trop, on est juste content. Puis plus il arrive de réfugiés, plus on est ravis. Ça améliore nos statistiques. Si c'est un facteur de risque, bien là, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup discuté pendant ce colloque-là d'initiatives vraiment intéressantes là, pour l'accès aux soins, pour l'accès aux droits. Moi, je vais plutôt parler des interventions populationnelles qui demandent des données souvent sur une base territoriale parce que les autorités administratives nous demandent ce genre de données-là. Et aussi parce que les offres de services en santé publique sont aussi souvent déployées là, sur la base de CLSC, CIUS, C3S. Vous savez, au Québec, on fait des réformes de la santé à tous les 5-6 ans. Là, alors, on change de nom. Ce qui fait que aussi mes statistiques sont sur des territoires qui évoluent là, dans le temps. Nathalie Auger aurait bien aimé se joindre à moi parce qu'elle fait des études épidémiologiques sur les facteurs de risque et de protection là, à l'échelle du Québec. Mais elle a été retenue pour des raisons familiales, donc je vais évoquer ses travaux, là, mais j'espère que vous serez indulgents dans la réponse aux questions pour ces méthodologies. Alors, je vais vous parler un peu de considérations méthodologiques. Je vais passer rapidement sur le portrait de la population immigrante à Montréal. Ça fait 4-5 fois que vous l'entendez, là, puis ça n'a pas changé depuis cet après-midi. On va parler des facteurs de protection, des facteurs de risque. Et puis aussi, puis j'aimerais bien qu'on me le dise 5 minutes avant la fin, parce que c'est mes 3 dernières diapositives que je trouve les plus importantes, qui est l'interaction avec d'autres conditions. Je vais vous laisser tirer vos conclusions, mais je vais quand même vous faire part des miennes. Alors, ma première considération méthodologique, là, c'est qu'on devrait avoir honte de parler d'immigrants, nous, au Québec, parce qu'on est tous des immigrants. Alors, quand on compare les immigrants avec d'autres immigrants, c'est pas vraiment la bonne terminologie. À Montréal, il y a 27 000 Autochtones au dernier recensement là, dont on a les données qui étaient en 2011. Et puis tout le reste, c'est des immigrants depuis le 17e, 18e, 19e et surtout le 20e siècle. Par rapport aux immigrants récents et plus anciens, le bilan de santé des Autochtones est vraiment déplorable et c'est eux qui ont les pires indicateurs de santé et de loin. Et je vous donne l'exemple ici de la tuberculose, qui est une condition qui est prévalente chez beaucoup de migrants, mais qui est prévalente aussi chez les Autochtones nés au Canada. Puis vous voyez que le taux des non-autochtones nés au Canada, en fait, se confond quasiment avec l'abscisse. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui a dessiné une abscisse avec une règle qui n'était pas tout à fait
affiné, mais c'est vraiment le taux des locaux, là, de souche, je ne sais pas comment on va les appeler pendant la présentation. Et si la situation s'améliore chez les immigrants, c'est vraiment pas le cas chez les Autochtones avec des taux là, qui s'envolent. Alors, revenons à parler des immigrants maintenant qu'on sait que ce n'est pas le bon terme. L'autre considération méthodologique, c'est qu'on a eu un gouvernement qui a changé la façon de recueillir des données. C'est pour ça qu'il y a certaines données qui datent de 2005 parce que le gouvernement Harper avait rendu le formulaire long du recensement qui était obligatoire auparavant, facultatif. Alors, on a eu une perte de réponse de la part des immigrants récents, de la part des personnes les plus défavorisées. De sorte qu'on a jugé, souvent, on a jugé qu'on était encore mieux avec des vieilles données qui représentaient une réalité qui était plus fidèle qu'avec des nouvelles données qui étaient biaisées. Heureusement, avec le gouvernement Trudeau, un des premiers gestes de ce gouvernement-là a été de remettre le caractère obligatoire du formulaire long du recensement. Donc, si jamais vous nous réinvitez, on aura des meilleures données. Malheureusement, les données pour le recensement 2016 ne seront disponibles qu'en avril. Une autre considération méthodologique, c'est que on compare un facteur de risque ou de protection par rapport à une population de souche et cette population-là peut évoluer. Alors moi, j'étais convaincue en venant présenter ici que l'allaitement, c'est un facteur de protection chez les immigrants. Alors je cherchais les données pour m'apercevoir que, en fait, si les immigrants allaitent autant qu'auparavant, la population de souche canadienne-française allaite de plus en plus et qu'on ne voit plus la différence. Alors, ce n'est pas que ça a changé du côté des immigrants. Et puis là, vous ne voyez pas, mais vous allez me croire. À Outremont, par exemple, où la majorité des mères sont d'origine canadienne, eh bien, le taux d'allaitement est tout à fait comparable à celui de Parc Extension, où la très grande majorité des mères sont nées hors du Canada. Alors, on voit que les différences sont vraiment minimes. Donc, un facteur de protection qui est disparu, mais qui, en fait, ça n'a rien changé dans la condition là, des immigrants récents. Alors, ce qu'on vous a dit, puis chez nous, on choisit les immigrants. Non seulement on choisit les immigrants qui viennent des soi-disant immigrations économiques, mais on choisit aussi de retarder ou pas le regroupement familial. L'ancien gouvernement le retardait beaucoup. Et on choisit nos réfugiés aussi. Alors, dans la dernière vague de réfugiés syriens, on s'est aperçu tout d'un coup que les réfugiés syriens qui avaient été choisis par le gouvernement Harper étaient des chrétiens et pas des musulmans. Donc, on les choisit évidemment en bonne santé et on les choisit aussi bien éduqués. Alors, ça va, merci beaucoup. Si ça ne va pas, j'aurai recours. Voilà. Regardez les pays de naissance des immigrants récents, Algérie, Maroc, Haïti. Alors, si on regarde seulement Montréal, on peut se laisser un peu influencer par le fait que, suite au tremblement de terre en Haïti, étant donné qu'il y a une grande communauté haïtienne à Montréal, le regroupement familial a été favorisé. Mais regardez l'autre pays, quand on regarde à l'échelle du Québec, c'est la France. Alors, mettre tous les immigrants dans le même... moi, j'ai des amis qui sont venus, qui ont immigré au Québec parce qu'ils sont chefs de labo. Moi, Christine est venue... oui, voilà, c'est ça. Alors, bon, facteur de risque ou de protection, là, c'est certainement pas avec la France comme le troisième pays le plus grand d'immigration qu'on va pouvoir tirer des conclusions utiles pour l'intervention de santé publique. Toutes sortes d'autres conclusions on pourra tirer, mais pas pour l'intervention de santé publique. Et puis, même quand c'est des pays qui nous semblent comme les pays maghrébins pour des
l'intervenant typique de santé publique, Algérie, Maroc, même combat, mais quand même, il y a des différences assez importantes selon la région d'origine par rapport à certaines pratiques. C'est les chiffres du PNUD, je ne les croyais pas, mais quand même, le taux d'allaitement exclusif varie quand même entre ces deux pays-là. Alors, notre population immigrante, elle est très inégalement répartie sur notre territoire, de sorte qu'on a tendance, nous, à comparer des territoires comme le C3S de Lucille-Teesdale, que vous voyez tout en bas, avec 22 % de population immigrante sur le territoire. Donc, un territoire de gens qui sont plutôt pauvres et très canadiens-français, avec d'autres territoires, là, comme les territoires plus hauts de Bordeaux-Cartierville, Saint-Léonard, de la montagne Cavendish, qui sont des territoires où il y a une très forte représentation de la population immigrante. Et c'est quand on compare ces territoires-là qu'on essaie de tirer des conclusions sur des interventions possibles. Alors, les facteurs de protection. Robert Chouanière, qui était celui qui a mis en place tout le système de surveillance à la Direction de santé publique de Montréal, disait qu'à Montréal, on peut tout expliquer par deux variables, le statut socio-économique et le statut migratoire. Le statut migratoire est un facteur de protection, puis le statut socio-économique bas est un facteur de risque. Puis une fois qu'on mettait tout ça ensemble, ça expliquait 80 % de la variance pour les problèmes de santé. Alors, si on voit la perception négative de l'état de santé, c'est quand même un bon indicateur de l'état de santé des personnes. Et on voit qu'au C3S de la montagne, qui est tout en bas, qui est un C3S où il y a une très forte représentation des populations immigrantes, ce taux-là est très bas, alors qu'à Lucille-Teesdale, qui est tout en haut, il est le double. Un facteur de base chez nous, c'est vraiment qu'on a des différences majeures entre les gens qui sont favorisés et les gens qui sont défavorisés. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comparer Lucille-Teesdale avec CLSC Parc Extension, parce que c'est deux territoires où les gens sont défavorisés. Même extrêmement défavorisés là, dans le cas de Parc Extension, plus que Lucille-Teesdale. Alors, l'espérance de vie sur notre territoire, elle varie beaucoup selon les quartiers. Vous voyez un petit territoire là, qui est tout à fait au centre, qui est Parc Extension, où l'espérance de vie est de 84,4 ans, qui est une meilleure espérance de vie que la moyenne régionale. Et voici comment ça se distribue entre les quartiers, l'espérance de vie. Alors, il y a 11 ans de différence entre le quartier le plus favorisé et le quartier le plus défavorisé. Et le quartier le plus défavorisé en termes d'espérance de vie, c'est Hochelaga-Maisonneuve, qui est un quartier où il y a peu d'immigrants. Et dans les quartiers les plus favorisés en termes d'espérance de vie, vous avez Saint-Laurent et Parc Extension. Donc, au niveau de l'espérance de vie, on peut dire qu'il semblerait que le fait d'être un immigrant récent est protecteur. Est-ce que c'est la même chose pour en périnatalité? Là, le portrait est pas mal moins clair. Alors, on voit que si la moyenne du territoire est de 5,9 %, bien, ça varie pas mal. Hochelaga-Maisonneuve, territoire pauvre, plutôt canadien-français, au-dessus de la moyenne, mais Parc Extension, très au-dessus de la moyenne. Une question qu'on peut se poser. Alors, l'effet protecteur, on le voit moins dans ce cas-là. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a un biais de mesure? Chez nous, c'est une religion. Hein, 2,5 kilos, c'est ça. Les gens suivent la courbe d'un petit poids de naissance à 2497 et tu ne l'es pas à 2,5 kilos. Et on prend des courbes qui sont des courbes qui ont été validées sur la population canadienne-française. Quand moi, j'ai commencé ma résidence en pédiatrie au siècle dernier, on prenait encore des courbes Denver, des courbes américaines. Alors, on a amélioré beaucoup nos statistiques juste en changeant de courbe. Et on peut se demander si le fait qu'il y a beaucoup dans le territoire de Parc Extension d'immigrés qui viennent de l'Asie du Sud-Est et des Caraïbes, si ça ne serait pas une des explications au fait que le taux est plus élevé.
D'ailleurs, c'est une des études qui a été faite par un de nos anciens postdocs, Spencer Moore, avec Nathalie, qui ont montré que les mères du sud-est asiatique et les mères caraïbéennes avaient un risque accru de faible poids de naissance, et assez accru avec un odds ratio de 2,84 dans le cas des mères du sud-est asiatique. Alors, question de génétique, ce matin, on discutait petite taille, prématurité. Ça reste à élucider, mais peut-être que la courbe dans ces cas-là, canadienne-française, surestime le taux de petit poids. Bon, on a quand même montré l'effet protecteur de la migration. Vous avez ici sur ce graphique d'une étude qui a été faite par Nathalie, les mères canadiennes où on voit que celles qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires sont nettement plus à risque de petits poids de naissance, alors qu'on ne voit pas cet effet-là, on ne voit pas ce gradient-là chez les mères qui sont nées à l'extérieur du Canada. On a la même chose aussi pour la question du retard de croissance intra-utérin. Alors, on semble voir un facteur de protection malgré tout. Alors, c'est des assez bonnes nouvelles jusqu'à présent. Une autre bonne nouvelle, c'est que les taux de naissance adolescente chez nous sont vraiment moindres dans les quartiers où il y a plus d'immigration. Vous allez me dire, ce n'est pas un facteur de risque, ça, la naissance adolescente pour les accouchements, mais non, vous avez raison, mais c'est un facteur de risque social, certainement. Et c'est dans l'ensemble du portrait là, en périnatalité, c'est quand même important. Sir Michael Marmot disait que quand on discute d'inégalité sociale de santé, il faut tout de suite penser au tabac parce que ça explique la moitié. Alors, est-ce que ce facteur de protection-là, on peut l'expliquer par la migration, mais on peut l'expliquer par des taux de tabagisme? Alors, les taux de tabagisme chez nous, ils sont, comme le reste, répartis très inégalement sur notre territoire, avec les territoires où il y a plus de Canadiens français de souche et plus défavorisés ont des taux supérieurs. Cet avantage-là, chez les immigrants, d'être moins addicts au tabac, il semble, heureusement, pas trop se dégrader dans le temps. Les immigrants récents, comme ceux de plus longue date, gardent leurs bonnes habitudes. Les différences, par exemple, quand on y regarde de plus près, ne sont pas tellement entre les hommes, parce qu'on peut voir ici que c'est un mélange. C'est assez difficile de tracer une droite entre immigrants défavorisés, immigrants favorisés, etc. Là, chez les hommes, on trouve des taux assez élevés pas mal partout. C'est très différent chez les femmes. Alors, les taux de tabagisme bas, c'est les taux de tabagisme bas chez les femmes, et ça, c'est clairement un facteur de protection là, pour tous les enjeux en périnatalité. Bon, alors là, ça vient de finir les bonnes nouvelles, et c'est là que le médecin de santé publique se réveille. Cet effet-là de protection, il n'est pas permanent, il varie dans le temps. Et donc, on ne peut pas le tenir pour acquis. Pour le tabagisme, on a vu que ça se maintenait, mais pour le reste, il y a vraiment une augmentation du risque. Et puis, on voit chez nous, ce qu'on voit partout ailleurs, c'est que les immigrants récents, ils vont mieux, mais les immigrants de longue date, ils se portent moins bien que la population native. Ce qui est important, qu'on ne voit pas souvent dans nous, on regarde l'espérance de vie, les petits poids de naissance, mais les indicateurs solides pour la santé mentale, on ne les suit pas de façon aussi pointue et aussi régulière, et on s'aperçoit que là, il y a vraiment une grosse différence, et c'est vraiment un facteur de risque, la migration récente. Pour des enjeux de dépression postpartum subclinique, de dépression majeure, mais aussi de problèmes d'anxiété, de dépression là, tout au long de la vie. Et là, on commence à avoir quelque chose à dire en prévention. Si le facteur de risque, c'est beaucoup pour des problèmes de santé mentale, on sait que ces problèmes-là sont liés à plusieurs enjeux sur lesquels on peut intervenir. Parce que, bon,
être né, venir du sud-est asiatique, puis avoir un plus petit poids de naissance parce qu'on vient de là-bas, puis que traditionnellement, dans les courbes, ça serait ça. On ne peut pas intervenir là-dessus, mais on peut intervenir beaucoup sur les problèmes de santé mentale. Et parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'interactions avec d'autres conditions. La condition qui est la plus importante, quand on écoute ce que les groupes de nouveaux immigrés nous disent, c'est qu'ils veulent avoir accès au travail. C'est super important. Ils veulent que leur diplôme soit reconnu, puis ils veulent s'insérer par le travail. Puis on sait que c'est le travail qui est une bonne voie d'intégration. Et là, on voit qu'au Québec, il y a de la discrimination. Il y a de la discrimination en termes de... évidemment, hommes-femmes, mais aussi femmes immigrantes, femmes de souche, et que la plupart, il y a beaucoup, presque la moitié des femmes immigrantes sont surqualifiées pour le travail qu'elles font. Cette surqualification-là, c'est pas très bon pour la santé mentale parce que ça veut dire qu'on fait pas on n'est pas reconnu à sa juste valeur, à sa compétence. On n'est pas intégré dans un travail qui nous permettrait de nous valoriser ou de montrer ce qu'on est capable de faire. Et c'est vraiment un problème. On a travaillé beaucoup récemment sur les agences de travail, de location de personnel, les agences de travail temporaire, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, qui emploient majoritairement des immigrants très qualifiés avec des diplômes universitaires. Plus de la moitié ont des diplômes collégiaux ou universitaires dans des conditions qui sont très à risque pour la santé, avec des risques d'accident de travail qui sont énormes, avec des invalidités prolongées, avec aussi une absence de protection pour les femmes enceintes qui n'ont pas accès au retrait préventif, à l'évaluation de leur poste de travail, parce que comme elles sont temporaires, ça change tout le temps, puis il n'y a pas d'ergonome qui évalue le poste de travail. Alors ça, c'est un facteur de risque très important pour la santé. C'est surtout les immigrants qui l'ont. Puis il y a des solutions pour ça. On peut réglementer les agences de location de personnel, puis on travaille là-dessus, mais aussi on peut faire en sorte que les diplômes et l'expérience soient davantage reconnus. Il y a des stratégies pour ça. Pas un bon travail, pas beaucoup d'argent. Et on voit que la situation s'est détériorée beaucoup à Montréal depuis les années. Si vous voyez, en 80, quand on a commencé à pratiquer la médecine, il n'y avait pas tellement de différence dans le taux de faible revenu de la population locale vis-à-vis versus la population qui est immigrante qui était là depuis plus que 5 ans, là, 5 à 10 ans. Et puis, ça s'est beaucoup creusé avec les années. Même dans les années 90, d'ailleurs, les Canadiens français étaient ceux qui avaient le plus de pauvreté par rapport à tous les immigrants. Mais la situation a changé. Et on voit maintenant que même plus que 20 ans plus tard, ça ne va pas nécessairement si bien. Là, vous ne voyez pas, vous allez me croire, mais vous aurez accès à mes PowerPoint. Une autre des choses que les gens qui sont migrants récents nous demandent, c'est des logements décents. Et là, si vous étiez capable de voir, vous verriez qu'à Parc Extension, où il y a beaucoup d'immigrants, c'est l'endroit où il y a le plus de gens qui se disent en surpeuplement dans leur logement et où il y a 50 % de la population qui est en situation d'inabordabilité de logement. Chez nous, on le définit comme qui paye plus que 30 % de son revenu pour le loyer. Chez ceux qui payent plus que 30 % de leur revenu pour le loyer, il y en a 25 % qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et on a vu, avec la hausse des loyers à Montréal, une hausse de la fréquentation des banques alimentaires. Alors, c'est un facteur de risque aussi pour la santé mentale, un mauvais emploi, mais un mauvais logement, pour toutes sortes de raisons, c'est aussi un facteur, surtout en surpeuplement, c'est un facteur de risque là, pour la santé mentale. Et là, je parle d'abordabilité, mais je pourrais parler de la qualité.
Et ça, c'est des photos qui sont prises par nos professionnels de santé publique là, qui vont sur le terrain. Et Parc Extension, Côte-des-Neiges, Saint-Laurent sont des endroits où on retrouve beaucoup de ces logements-là. Il y a une interaction avec la migration parce que il y a des gens grandioses comme des propriétaires de ces taudis-là qui disent bien, si vous protestez, on va vous dénoncer ou votre statut migratoire pourrait être révoqué. Et évidemment, les gens qui viennent d'arriver ne sont pas nécessairement au courant de leurs droits en matière de logement. Il faut dire que même ceux qui sont au courant de leurs droits, ce n'est pas évident de les faire respecter. Et ça, la Direction de santé publique a fait beaucoup puis continue à faire beaucoup pour améliorer la situation du logement, réclamer plus de logements sociaux, plus d'accès, plus de logements abordables. Et heureusement, avec le nouveau gouvernement en place au fédéral, sûrement pas au provincial, les choses semblent bouger. Alors, en conclusion, c'est vraiment difficile de dire si l'immigration c'est un facteur de risque ou de protection. D'une part, on ne peut pas mettre tous les immigrants dans le même panier, ça semble évident. Si ça peut être intéressant au niveau clinique, on parlait des mutilations génitales, de savoir exactement d'où vient quelqu'un, parce que là, il y a une relation cliniquement avec ce qu'on peut faire. Au niveau d'une intervention populationnelle, c'est plus ou moins intéressant. Ça n'amène pas des changements d'intervention. Alors, c'est difficile de considérer ça globalement. C'est aussi difficile de considérer puis l'effet de l'immigration isolément. Puis quand je discute avec Nathalie Auger, c'est sûr que même si elle contrôle pour l'âge de la mère, la parité, le statut socio-économique, elle ne peut pas contrôler pour la qualité de logement, pour le mauvais emploi, pour toutes ces choses-là. Alors, c'est difficile de départager ce qui est le plus nocif. Alors, on sait que chez nous, à Montréal, la pauvreté, les mauvaises conditions de logement et de travail, ça, c'est le lot de plusieurs immigrants récents. L'avantage de cibler ces problèmes quand on veut intervenir au niveau populationnel, c'est que ça évite de stigmatiser les immigrants, puisque comme il y a des de souche aussi qui ont des problèmes de logement, qui travaillent pour des agences de location et qui sont en situation de grande pauvreté, ça permet d'avoir une action disons, universelle, mais ciblée en même temps sans qu'on le dise, et d'améliorer la situation des immigrants sans dire que c'est une action qu'on réserverait pour les immigrants. Vous savez qu'au Québec, on a vécu un drame très, très récemment. On est tous inquiets, puis on en discutait du discours ambiant par rapport à la tolérance ou non, par rapport à nos taux d'immigration, etc. Là. Et le fait de pouvoir agir sur des conditions de logement, des conditions de pauvreté en général, il me semble qu'on se prémunit un peu là, contre des réactions adverses à nos interventions. De toute façon, on en a, mais au moins, on les fait pas augmenter. Alors, moi, c'était ma conclusion. Je pense qu'en santé publique, il faut travailler sur les conditions de vie pour intégrer les migrants plutôt que de raffiner là, notre connaissance de la migration ethnique, disons. Voilà. Merci beaucoup. C'est formidable. Bon, ne vous en fiez pas, parce que vous aussi, vous avez droit à 2 questions. Plus de questions ? Merci beaucoup pour la présentation. Ce serait peut-être juste un commentaire plutôt qu'une question. Je suis à 100% d'accord avec ce que vous avez présenté. Et puis, je dirais même que si on parlait un peu plus de conditions socio-économiques et un peu moins de culture, ça irait mieux. Le commentaire vient d'une anthropologue. Moi ? Il faut que quelqu'un clôture quand même, non ?
Ben, ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire. C'est éloquent ce que vous montrez, ce que tu montres, Marie-France, par rapport à l'immigration récente. Je voudrais juste rajouter que les études montrent en fait que chez les immigrés, il y a un facteur déterminant qui change en fait la trajectoire, c'est l'obtention d'un diplôme au Québec. Et les immigrés qui arrivent à faire des études au Québec, apparemment, coupent cette spirale négative et entrent plus facilement sur le marché du travail. Et ceux qui n'arrivent pas à refaire des études restent dans une spirale négative et se sentent encore moins intégrés, un peu plus discriminés. Je voulais juste rajouter cela. Et d'ailleurs, les taux de pauvreté le montrent. Les immigrés de longue durée qui ont fait des études ont des taux de pauvreté comparables aux Québécois. Et puis l'autre perspective, c'est que, si bien qu'on ait ces études à Montréal, c'est dommage qu'on n'en ait pas tellement à Bruxelles, puisque tu as parlé du logement et tout, ce serait dans cette perspective-là comparative, je pense que nous, à Bruxelles, ici, ce serait bien de partir dans les études sur les conditions de travail, sur les conditions de logement. Merci beaucoup pour la présentation. Tu peux me mettre là. Ok, eh bien, merci beaucoup. Et puis, on a récupéré notre retard et donc on va terminer tout de suite parce que je ne vais pas être longue, vous êtes fatigués, je suis certainement aussi fatiguée que vous. Donc, je ne vais pas vous encombrer de beaucoup de considérations. Je voulais juste redire au début de cette grande aventure, quand on a brainstormé avec nos collègues de Montréal, Marie-France et Nathalie et Sophie Durieux de Genève, et on s'était fixé plusieurs défis pour ce colloque. Et un des défis, c'était de pouvoir rassembler au même endroit, autour de la même réflexion, des chercheurs et des acteurs du terrain, que ce soit du terrain politique ou du terrain clinique ou du terrain social. Et en termes de participation, notre défi est réussi, puisqu'on a vraiment un public très mixte. Et j'espère pour vous que le défi est réussi en termes de fécondation mutuelle, parce que il nous semble vraiment très important de pouvoir croiser ces deux mondes-là. Le monde aussi, bien entendu, et les savoirs d'expérience des personnes qui vivent la pauvreté ou l'immigration récente. C'est revenu plusieurs fois dans le colloque, mais on sait que le format colloque n'est pas un bon format pour ça, donc on n'a même pas tenté l'expérience. Mais je pense que pour les chercheurs, rencontrer, dialoguer avec des gens de terrain, c'est avoir l'opportunité de mettre un peu de la chair autour de leur concept, des visages sur ces populations qui, avec le temps de recherche, peuvent devenir de plus en plus abstraites. Ça permet aussi de confronter leurs résultats à la validation par des gens qui ont une autre vision de la réalité, et ça suscite des nouvelles hypothèses, des nouvelles questions, et donc c'est un enrichissement très important. Et puis inversement, je pense que pour les gens de terrain, et quel que soit le terrain, qui travaillent le plus souvent le nez sur le guidon, en devant répondre dans des contraintes difficiles à des urgences au jour le jour, eh bien, un dialogue avec des chercheurs, ça permet de prendre du recul. Et la recherche, c'est un peu comme un éclairage. Vous voyez, quand on éclaire une scène, un objet, quand on l'éclaire différemment, les ombres et les lumières nous font voir les choses autrement. Et en les voyant autrement, eh bien, on a des nouvelles idées pour trouver d'autres manières de les appréhender. Donc, merci en tout cas pour cette participation croisée de tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du colloque? Je ne vais sûrement pas vous dire ce que vous devez retenir, puisque je n'ai pas assisté à tout et que chacun repart, bien entendu, avec ce qui l'a intéressé, ce qui l'a interpellé. Juste peut-être quelques constats qui me semblent ressortir de manière évidente, c'est que l'accès aux droits fondamentaux, c'est la base, et c'est revenu tout le temps. On a parlé du droit à se loger, du droit à avoir des ressources suffisantes pour vivre, du droit à vivre en famille, et bien entendu du droit aussi à se soigner.
Et on l'a vu dans plusieurs interventions, que ce soit dans la comparaison des politiques publiques, mais aussi dans d'autres, les politiques publiques cadrent et conditionnent quelque part l'accès à ces droits fondamentaux. Alors, on l'a dit aussi dans plusieurs interventions, les statuts sont extrêmement multiples et deviennent de plus en plus complexes. Et cette multitude de statuts renforce l'incertitude, puisqu'en fait, l'accès à toute une série de droits fondamentaux sont liés à ces statuts et ce n'est pas les mêmes droits pour les mêmes statuts. Et donc, tout ça devient extrêmement compliqué. Et alors d'autres interventions nous ont montré très clairement qu'il y avait un gap, un écart extrêmement important entre les droits théoriques et les droits qui sont dans la réalité et dont bénéficient réellement les gens. Et ça donne bien entendu cet écart, un champ d'intervention extrêmement importante pour améliorer bien entendu l'accès aux droits, et y compris en utilisant des outils juridiques comme Jacques Firenze nous a montré. Il y a des conventions qu'on pourrait beaucoup plus mobiliser et beaucoup plus solliciter pour faire changer des choses. Alors, l'accès aux soins, dont on a beaucoup parlé, ce n'est qu'un cas particulier de l'accès aux droits fondamentaux. C'est un des droits fondamentaux. Et les soins périnataux, ce qui est ressorti de plusieurs communications, c'est qu'il y a une sorte de priorité qui est donnée dans la plupart des pays présents ici sur le fait que pour les soins de santé autour de la naissance, on reconnaît une sorte de priorisation. Il y a une gratuité, il n'y a pas de durée de carence, etc. Donc il y a toute une série d'éléments qui permettent de dire, on pourrait se dire tant mieux. Sauf que ce qu'on a constaté, c'est que le fait de prioriser l'accès aux droits de se soigner n'ouvre absolument aucun des autres droits fondamentaux. Et donc ce qui rend, et ça a été dit par plusieurs intervenants, les choses extrêmement compliquées, c'est effectivement on a le droit de se soigner, mais pas de se nourrir, pas de se loger, etc. Et puis il y a eu des interventions, par exemple la comparaison des programmes au Brésil et au Mexique, qui était intéressant parce qu'il montrait que finalement, utiliser les soins de santé quand on est enceinte, ça devient une condition pour avoir accès à certains droits. Et donc, vous voyez qu'il y a la relation là, elle est complexe et elle mériterait certainement d'être investiguée. Alors, ce qu'on a aussi mis beaucoup en évidence, c'est au niveau des soins l'importance de la relation. Et on l'a vu de manière extrêmement différente. Et que cette relation, dans cette relation, la place des représentations, ceux des soignants, ceux des soignés, la manière dont ça se passe, ce sont des éléments excessivement importants qui conditionnent beaucoup de choses. Et là aussi, et ça a été beaucoup exploré, il y a eu beaucoup d'exemples, ce sont des champs d'intervention extrêmement importantes avec plein d'expériences qui se passent et qui devraient pouvoir se développer un peu partout. Alors, dans nos brainstorming de départ, là, et dans ce qu'on disait, quels seraient nos objectifs pour ce colloque, on avait aussi dit qu'on visait quand même de monter à l'agenda politique, à l'agenda des professionnels de santé, à l'agenda des acteurs de manière générale, cette question, de la faire remonter. Et alors, malheureusement, on n'a pas eu besoin du colloque pour mettre la une de l'actualité, les questions de migration. Donc, on n'a pas dû être là pour qu'on en parle partout. Mais je voudrais quand même rappeler, et la boucle se boucle, avec ce que nous disait Yvon Angler au moment où il a ouvert ce colloque, en disant effectivement que les deux éléments de la thématique du colloque, c'est-à-dire la migration et quelque part la santé des femmes, étaient les deux éléments qui actuellement semblaient le plus attaqués, sur lesquels il y a le plus de recul possible. Et donc, il nous faut être extrêmement vigilants. Il nous invitait à faire de ce colloque un acte de résistance. Et donc, partons en résistance pour la suite, parce que je pense qu'il y aura vraiment du travail. Rien n'est acquis et il faut surtout essayer de ne pas faire marche arrière. Alors, on a pu voir aussi, parce on a parlé beaucoup des pays
Suisse, Québec, France, Belgique ici. Et on a eu ces témoignages qui nous viennent de la périphérie aux frontières extérieures de l'Europe, où on se rend compte qu'en fait, presque pour protéger, enfin pas presque, pour protéger quelque part la manière dont ou les moyens qu'on met en place pour accueillir, même de manière pas toujours positive, les migrants, eh bien, aux frontières de l'Europe, on laisse là des situations se dégrader avec en santé périnatale, quand même des choses qui sont extraordinairement révoltantes. Et je pense qu'en tant que pays européen, on ne peut pas accepter, simplement en regardant ce qu'on fait ici, sans se rendre compte que nos décisions ici, eh bien, c'est de rejeter, de décharger, en fait, sur tous ces pays. Alors, ça se termine là, et puis on dit, et après? Et après, pour nous, eh bien, on va essayer de pouvoir vous donner au maximum le contenu de ce qui a été fait. Donc, grâce à David, on a fait une captation vidéo des séances plénières. Il va nous monter ça et je suis sûre que ce sera un très très beau montage et on vous donnera accès à ça, ainsi qu'aux présentations PowerPoint de toutes les personnes donc, qui sont d'accord de nous donner les présentations PowerPoint. Je pourrais même dire d'aller un peu plus loin si certains d'entre vous voulaient, par rapport à leur présentation, parce que les dias, ce n'est pas toujours facile à savoir ce qui est derrière, nous envoyer un petit texte qu'on peut joindre, ce serait super formidable. Et donc, on va essayer de mettre à disposition le maximum de choses. Donc, restez attentifs. Le site va rester actif. On va voir comment après on transfère les choses, mais donc le site va rester le lieu où vous aurez tout ça. Et alors je voulais terminer par cette dia-ci. J'ai pas le petit... voilà. Alors je vais terminer par une toute petite animation qui marche pas. Jusqu'au bout les problèmes techniques. Bon. Ça va marcher. Ça dure 2 secondes. Voilà. Voilà. Donc, alors, je voudrais tout d'abord remercier Judith Racapé, qui, d'abord, elle est à l'initiative. Si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas dit « je vais répondre au projet G3, je vais faire une proposition », on ne serait pas là. Et puis Judith, elle a porté ce colloque tout le temps, et donc je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse très fort. Alors, il y avait des gens dans l'ombre et Joël nous a aidés. Voilà, depuis longtemps, et puis cette dernière semaine de manière très très intensive, donc merci Joël. Alors bien entendu, merci à nos partenaires à Montréal, Marie-France, Nathalie, et puis Isabelle qui était quand même derrière et qui nous a bien aidés, et Sophie au niveau de Genève. Et puis alors on a notre groupe de recherche interdisciplinaire à l'ULB, et alors Sophie va arriver, mais elle n'est pas dans la bonne couleur, c'est pas grave Sophie, on t'oublie pas, qui nous ont vraiment aidés, et donc merci à Mouktar, Virginie, Claudia, Elena, Caroline qui nous ont aidés. Et puis voilà Sophie qui arrive, Marie Dauvrin et Élie qui nous ont aidés aussi vraiment dans la préparation de ce colloque. Et puis il y a des gens complètement extérieurs au domaine. Depuis Émilie qui a permis de trouver la tricoterie comme salle. Et j'espère que vous avez tous été heureux de bénéficier de cet entourage. Mathieu qui nous a trouvé ce site, la manière de faire ce site qui nous a aidés à ça, et c'était un outil extrêmement précieux. Thierry et David qui a filmé. Et puis à l'école de santé publique, il y a des gens qui nous ont aidés à nous dépatouiller dans des aspects administratifs, financiers un peu compliqués. Et puis les gens de la tricoterie qui nous ont bien aidés. Puis on avait aussi aujourd'hui 3 étudiants qui ont essayé que tout se passe bien pour la journée. Donc merci à tout le monde et merci à tous les participants.
Et merci à Myriam. Voilà, merci à Myriam, merci à Myriam.